Il a été abandonné par son père et du coup, il y a un rapport très froid avec un des parents. C'est souvent le cas, en fait, des schizophrènes tueurs ou des serial killers. Tous ces ingrédients-là se retrouvent souvent. L'alcoolisme d'un des parents, de la drogue dans la famille, l'absence de diplôme et l'absence qui en découle, c'est d'avoir une stabilité dans l'emploi. Donc vous me direz, l'environnement, il joue pour beaucoup. Si vos parents sont dans des difficultés d'addiction, drogue, alcool, qui génèrent de la violence physique ou psychique, ou que l'un est lié à l'autre, enfin dans un des deux sens, que du coup votre stabilité affective et dans votre construction n'existe pas, et qu'à l'âge de l'adolescence, au lieu de vous construire, vous allez vers des comportements autodestructeurs tels que vos parents vous les ont enseignés malgré eux, forcément la réussite scolaire, elle n'est pas systématique dans ces cas-là, et il y a beaucoup de moins de chances pour qu'elle y arrive. Donc ça doit aussi nous faire réfléchir. Je me dis, face à des difficultés qu'on peut avoir, nous, dans nos familles en tant que parents ou dans l'entourage, à toujours encourager les jeunes à trouver leur voie par eux-mêmes et souvent à prendre le large face à des polytoxicomanies et des problématiques multiples d'ordre psychiatrique, du point de vue de la parentalité, quoi. Donc voilà l'intérêt de cette affaire de Richard Trenton Chase. Elle va encore contribuer à dresser un profil très précis des personnes à risque. Je vous propose un dernier profil où là c'est une évolution de la criminologie qui va en découler également dans la prochaine partie. Alors, nous sommes à Mount Dora, en Floride, en 1996. Une certaine jeune fille appelle la police. Il s'agit de Heather Wendorf et elle prévient les services de police que ses deux parents sont morts. À partir de là, une enquête démarre et on s'aperçoit que c'est un double assassinat, qu'ils ont été tués violemment en ayant été frappés à mort à la tête, notamment avec un objet contendant. Donc, s'ensuit une enquête et on découvre qu'en fait les auteurs sont des adolescents. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, c'est là que le vampire intervient. Ils ont créé une bande qu'on a rebaptisée le gang des vampires. Et ce gang des vampires, on est quand même à l'âge de l'adolescence, c'est la loi du groupe qui prime. Donc celui qui est dominant du groupe va pousser les autres à participer à ces actions malveillantes. Et là, en l'occurrence, elles sont plus que malveillantes puisqu'elles sont criminelles. Donc, c'est Roderick Farrell qui, avec Heather Wendorf, dont les parents ont été tués, Shannon Sandra, qui est la mère de Roderick Farrell, et d'autres qui vont être les protagonistes de cette histoire. Une rescapée, une certaine Janine Leclerc, qui elle va retrouver le dialogue avec sa mère. Donc c'est là qu'on voit encore ressortir l'importance du dialogue parental avec un parent qui veille au grain et qui sait mettre des limites. Puisque lui, dans son profil, en fait, les enquêteurs disent tout de suite que ce qui est clair comme de l'eau de roche dans son histoire, c'est que si la présence parentale avait été efficiente, il aurait été sauvé. Il ne serait pas allé jusque-là. Donc, qui est ce Roderick Farrell? Je vous le présente. C'est un jeune homme issu d'une famille dysfonctionnelle. Ses parents ont divorcé. Attention, je ne dis pas que les parents divorcés sont dysfonctionnels, sinon on aurait beaucoup de soucis à se faire, hein. Mais ce qui dysfonctionne, c'est qu'aucun des parents ne s'investit dans la parentalité, hein. Ils se rejettent. Alors le père ne veut pas du tout entendre parler de son enfant.
Il est totalement absent et la mère ne s'investit pas du tout non plus. C'est un enfant qui va être confié à ses grands-parents. Et là où ça va le mettre en difficulté, c'est que son père se réfugie, lui, dans le monde des jeux de Donjons et Dragons. À l'opposé, sa mère, elle, se réfugie dans l'occulte et la cartomancie notamment. Ça, je veux dire, en soi, c'est pas problématique. On peut être parent passionné de Donjons et Dragons. On peut être maman et tirer les cartes. Mais le problème, c'est que quand on désinvestit le rôle de parent et qu'on n'a que ça à proposer à l'enfant qui sent bien que ses parents ne sont pas soutenants, ça peut être très compliqué pour sa construction. Ce qui va être d'autant plus compliqué pour sa construction, donc il a deux parents absents qui fuient dans un monde totalement fictif et qui l'emmènent avec lui dans ce monde fictif. Ils ne lui expliquent pas les choses de la vie, ils lui disent attention, dans la prochaine partie, le démon Gorgon va faire ça. Sa mère va lui dire attention, avec Vénus en lune, il peut arriver ça. Donc il n'a aucun repère tangible, cartésien et rationnel dans sa vie, sauf ceux de ses grands-parents qui, eux, sont complètement contrastés par rapport à ses parents. Ce sont des pentecôtistes rigoristes. Il jette l'opprobre un peu sur la mère, hein, qui, à juste titre, qualifie de mauvaise mère, puisque finalement, elle ne remplit pas son rôle. Donc l'enfant, quelle solution il a? Je fuis le monde réel. Dans quoi va-t-il se réfugier? Dans un personnage qu'il s'invente lui-même. Il devient son propre parent finalement d'un personnage fictif. Ce personnage fictif est un vampire qui s'appelle Vézago et qui est âgé de 500 ans. Il voit sa mère et son père de manière aléatoire, mais le personnage du vampire prend le dessus. Quand il voit sa mère, elle se comporte avec lui comme une copine, hein, qui lui fait boire de l'alcool et consommer du cannabis. Donc on a aussi une mère qui a un problème avec l'autorité, donc même là, elle ne le freinera pas finalement. Et on sait que alcool, cannabis, plus le cocktail détonnant des troubles polytoxicomaniques chez un parent, ça peut faire vraiment des dégâts chez l'ado. Donc lui, il se baptise Visago, il invente son propre monde. Il consomme également de l'alcool, des stupéfiants, et il se réfugie totalement dans de l'heroic fantasy, mais dark, quoi. Donc, le but de son acte criminel, quel aura-t-il été? Ça aura été de convaincre la bande de copines, dont Heather Wendorf, qui était une ado un petit peu perdue, qu'il va falloir qu'ils aient des démarches occultes, des pactes, etc., pour faire accroître la confiance dans le clan et leur pouvoir, etc., etc. Donc elle va un peu se laisser berner, les autres membres du clan aussi, excepté une certaine Janine Leclerc, qui elle va dire moi je ne marche pas du tout dans ça, j'ai pas envie. Leur projet était de fuguer en Nouvelle-Orléans, puisque en Nouvelle-Orléans, ce serait le berceau des vampires aux États-Unis. Elle dit non, moi je sais pas, je vais réfléchir, puis finalement elle rentre chez elle, elle dit j'ai pas envie d'y aller quoi, enfin j'ai autre chose à faire. Et sa mère en fait met la barrière là à ce moment-là. Donc vigilance, hein, quand on a des enfants qui jouent un peu sur les mondes fictifs comme ça, toujours vérifier avec qui ils jouent et jusqu'où ça va. C'est pas évident. Mais voilà, il doit y avoir des signes qui sont des signaux d'alerte. L'alcool, le cannabis, conserver son autorité de parents, même si c'est difficile et conflictuel, c'est ce que nous apprennent vraiment ces enquêteurs, puisque c'est ce qui va sauver Janine Leclerc. C'est ce qui aurait pu sauver Roderick, quoi. Ça aurait pu le sauver. Bon, Jeffrey Dahmer, je sais pas, parce qu'ils n'étaient pas allés encore aussi loin dans la criminologie par rapport à la psychologie et psychiatrie adolescente. Mais c'est certain également pour Richard Trenton Chase. Donc là, le rôle parental, c'est
est vraiment au cœur des observations de tous les spécialistes. En criminologie, ça va avancer et on aura en référence dans nos cours de criminaux le film Natural Born Killers qui a inspiré le cinéma à propos d'ados tueurs. Pourquoi est-ce qu'on en parle en criminologie? Parce que le cinéma intervient dans l'iter criminis, c'est-à-dire le chemin qui mène au crime. Et ça va jusque dans le moyen de défense. C'est-à-dire de dire, ce film a inspiré l'adolescent, les adolescents, souvent c'est en groupe, hein, les ados tout seuls, ils sont rarement dans l'action solitaire à cet âge-là. Et ça les a conduits au passage à l'acte criminel. S'il n'y avait pas eu ce film, ils n'auraient peut-être pas imaginé ou ils ne seraient pas allés au bout puisqu'ils n'auraient pas eu d'idée précise des moyens à mettre en œuvre pour aller jusqu'au bout d'eux. Ça fait débat, plusieurs chapelles. Certains rejettent totalement l'argument en disant mais c'est n'importe quoi, je peux très bien regarder E.T., c'est pas pour ça que demain je vais ouvrir mon placard et me dire qu'il y a un extraterrestre dedans. Là, c'est un peu caricatural, hein, mais c'est un peu ça l'idée. Non, le cinéma, c'est le cinéma, la réalité, c'est la réalité. Bon, après, on sait que les adolescents, par identification, grandissent aussi parce qu'ils ont des idoles, des modèles à suivre, hors la sphère familiale, et ce qui est très équilibrant. Après, malheureusement, si le modèle à suivre, c'est Jeffrey Dahmer, là, ça craint, quoi. Donc, en Espagne aussi, on a eu un cas comme ça, où deux adolescents qui jouaient un jeu en ligne, je crois, ensemble. C'était deux ados sans histoire. Ils sont sortis dans la rue, ils ont tué un petit ancien. Ils n'ont pas fait le distinguo entre le réel et le fictionnel. Ils se sont dit, c'est bon, on est encore dans le jeu, on le fait, personne ne le saura, etc. Ça a été plaidé aussi à la barre. C'est rarement pris en compte comme ça. Enfin, j'ai envie de dire, on va pas prendre ça pour argent comptant, tout simplement parce que ça n'explique pas tout. Il y a d'autres facteurs et c'est pas l'argument de poids dans ce chemin qui mène au crime, justement. Là, en tant que parent, on a envie de dire, ben, c'est peut-être pas si facile que ça parce qu'effectivement, on n'est pas tout le temps derrière nos ados, on ne surveille pas tout ce qu'ils font. Des fois, on leur dit et redit et rien n'y fait. Mais là, sur le passage à l'acte criminel, c'est multifactoriel. Le rôle parental peut être un des facteurs, mais ce n'est pas le seul. Là, dans cette affaire, c'est vraiment... c'était tellement multifactoriel que je dirais le seul levier qui aurait pu modifier la donne n'existe pas, et ce levier-là, c'est le rôle parental. Dans l'affaire des deux ados espagnols, par contre, le rôle parental est présent. Donc, on voit bien que bon, c'est toujours des terrains un petit peu mouvants. En tant que parent, qu'est-ce qu'on peut se donner comme conseil? Bah, toujours rappeler à notre ado, est-ce que tu fais bien la différence entre le réel, c'est clair pour toi, etc. Tu prends bien de la distance, quand vous jouez, vous avez un cadre, un lieu, un espace, un temps donné, vous arrêtez, c'est fini, vous savez qu'il y a d'autres choses dans la vie, etc., etc. Et un autre parent dans mon entourage me disait, si il est trop sur son écran ou son ordi, n'hésitez pas à lui dire, que pourrais-tu faire d'autre? Au lieu de lui dire, fais quelque chose d'autre. Et j'ai trouvé que c'était subtil et assez vrai, parce que des fois on est un peu dans l'autorité, mais la subtilité du dialogue, eh bien, c'est vrai que ça peut aussi être un bon moyen. Donc, c'était Laurie Dubois pour Les Sommes de toutes les peurs et notre chronique judiciaire consacrée aux vampires tueurs. À bientôt!